Enregistré. Ok. Ouais, ça enregistre, c'est bon. Ok, ben bienvenue à tout le monde. Donc ce soir, on avait envoyé l'invitation aussi bien aux personnes qui font partie de l'association, l'entourage, qu'aux personnes concernées de l'association, qu'aux professionnels. Et donc, ben, ça sera l'occasion de présenter ce que Catherine présente régulièrement quand on est invité sur les différents endroits. Là, c'est le module 1 et 2. Et on aura un deuxième module. On vous enverra par mail, si vous avez laissé votre mail au moment de vous enregistrer, on vous enverra par mail l'invitation pour le prochain. On fera. Puis il y aura aussi une partie témoignage qu'on va présenter. Je te laisse la parole, Catherine. Oui, merci. Bien, eh ben, bienvenue à tous. C'est toujours un petit peu stressant de parler devant une cinquantaine de personnes. Alors, ce module 1, c'est la description des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est les signaux d'alerte. C'est effectivement le module que je présente pour des personnes qui peuvent être des professionnels, mais qui ne sont pas du monde de la médecine, parce que je ne me permettrai jamais de présenter les TESAF devant des médecins. Ils font ça beaucoup mieux que moi. Le plan de ma présentation, c'est celui-ci. Donc, il y a trois blocs, on va dire. D'abord, on va parler un petit peu de l'alcool, de l'éthanol, de sa neurotoxicité, des conséquences sur le développement de l'embryon et notamment des lésions au cerveau. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le SAF, les TSAF, qu'est-ce que c'est? Quelle différence? Et après, les conséquences donc sur l'enfant, les troubles primaires d'abord, les troubles secondaires ou sur handicap, et puis après, je présenterai les signaux d'alerte chez les enfants, les ados et les adultes, sachant que nos enfants et les adultes également sont tous différents. Donc les signaux dont je vais vous parler, ce sont les plus courants, mais ce n'est absolument pas une liste exhaustive. Ensuite, j'évoquerai rapidement le parcours de soins, mais là exclusivement chez les enfants. Et ensuite, on vous présentera notre association. Olga présentera après nos actions. Voilà. Alors, on va commencer par quelques mots sur l'alcool pour bien remettre, on va dire, les idées en place. L'alcool, c'est dangereux à partir de quelle consommation? Alors, quand on parle de réduction des risques, hein, ce sont les recommandations de l'OMS de 2019. Il faut donc limiter sa consommation à 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Ça, ce sont des recommandations qui sont valables pour les hommes et les femmes non enceintes. Parce que en cas de grossesse, eh bien, cette consommation de 2 verres par jour est à très fort risque de troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dose minimale connue qui garantit l'absence de risque, même des doses très faibles. Des études menées sur des modèles animaux, hein, sur des souris, ont montré que même avec de très faibles doses, on voyait une modification du comportement des souris, même si extérieurement il n'y avait aucun signe de SAF, puisqu'il se trouve que chez les souris on le voit aussi, mais par contre on avait des souris qui étaient beaucoup plus angoissées, plus timides et qui n'exploraient pas leur environnement comme le ferait une souris normale. Donc, l'option la plus sûre pour future maman et futur papa, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, eh bien, dès le désir d'enfant, pendant la grossesse et l'allaitement, eh bien, c'est zéro alcool. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'on ne sait jamais quand on va tomber enceinte. Ensuite, on peut ne pas savoir qu'on est enceinte. Certaines grossesses peuvent se révéler tardivement, hein, même sans parler des dénis de grossesse. Mais il n'y a pas que ça. Les tests de grossesse peuvent aussi être faussement négatifs. Et je vous parlais des pères, donc parce que les pères aussi sont concernés. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
Quels sont les facteurs sociaux de risque? Bien, il faut savoir que c'est absolument pas une question de classe sociale. Tous les milieux socio-économiques peuvent être concernés. Il y a des facteurs de risque qui sont bien connus et mis en lumière par les études. Ben, ce sont d'abord les études universitaires, justement. Hein, les soirées des grandes écoles sont connues pour être assez arrosées, y compris malheureusement les soirées des facultés de médecine. Et ça, même les médecins eux-mêmes le disent. Le célibat favorise également la consommation, le fait d'être une femme cadre, une femme à responsabilité, également dans le cas de famille monoparentale, une femme cadre à responsabilité et qui doit assumer seule la charge de son ou ses enfants est à risque en cas ben, de difficultés qui peut survenir, difficultés professionnelles. Hein. Donc ça, c'est un facteur de risque bien connu. Et évidemment, les difficultés sociales, les cas de violence intrafamiliale aussi. On sait que l'alcool fait le lit de la violence, et d'autant plus quand c'est associé à une consommation de drogue ou de tabac ou de médicaments. On me pose souvent la question, est-ce que l'origine culturelle peut être un facteur de protection? Ben, en théorie, oui. Hein, et on pense bien évidemment aux familles d'origine musulmane, mais c'est vraiment en théorie seulement. Parce que même dans ces cultures où, en théorie, donc l'alcool est interdit, eh bien, on voit que la consommation se répand. Alors, plutôt dans les milieux aisés, urbains et cultivés, et chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est très net à Mayotte, hein, qui, comme vous le savez, est une île majoritairement musulmane, mais les jeunes ne se cachent absolument pas pour consommer de la bière ou de l'alcool en fin de semaine. Donc, cet alcool, quels sont ses effets? Alors, on va déjà commencer par la grossesse. Donc, l'alcool, il faut savoir qu'il est neurotoxique et tératogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il traverse la barrière placentaire. Hein. Parfois, on entend dire, mais il peut rien Je suis pas sûre que c'est arriver la à... même chose. Je crois que c'est la même formation que celle que j'ai eue à la journée du... C'est possible, mais si vous pouviez ne pas intervenir, parce que c'est enregistré, Autant pour moi. désolé. Donc cet alcool, il traverse la barrière placentaire. Euh, on, on entend parfois dire, mais il peut rien arriver à mon petit bébé, le placenta le protège. Ben, absolument pas. L'alcool, l'éthanol, c'est une très petite molécule et qui vraiment passe partout. Tératogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un effet malformatif durant la période embryonnaire. Là, vous voyez sur le schéma, hein, la période embryonnaire, grosso modo, c'est de la troisième à la huitième semaine, et il peut vraiment enfin, créer des malformations sur à peu près tous les organes. Là, on en a mis un certain nombre. Mais les organes internes également peuvent être touchés, en particulier le cœur. Les malformations cardiaques sont assez fréquentes. Il est neurotoxique, ça veut dire qu'il affecte le développement du système nerveux central et donc du cerveau tout au long de la grossesse, mais pas que. Également pendant l'allaitement, j'aurais pu continuer mon graphique un petit peu plus loin, puisqu'on sait que le cerveau des ados ne sera fini que vers 15 ans, 16 ans. Et même la maturation complète du cerveau peut durer plus longtemps que ça. Et c'est pour ça que dans le cas des adultes exposés à l'alcool, les médecins disent que la rééducation peut vraiment continuer assez tardivement jusqu'à l'aube de la trentaine. Mais ce qu'il faut donc bien retenir, c'est que pendant la grossesse, l'alcool a un effet malformatif sur l'embryon et en particulier sur le cerveau. Alors, les atteintes vont être évidemment plus ou moins prononcées selon diverses choses. D'abord, la quantité. Ça, vous vous doutez bien que plus
une femme va consommer pendant sa grossesse, plus les atteintes vont être graves. Également, la chronicité ou le mode de consommation. Si on boit un peu, mais régulièrement, les atteintes vont pas être exactement les mêmes que quand on consomme de Un grosses budget à quantités en Noël, week-end, et par blocage des exemple. risques dans les Mont-Sébastien le Cordon. Aïe, aïe, aïe. Il a pris la parole ce matin depuis Matignon avec un message. On peut encore voter un texte avant le 31 décembre. Voilà, merci de bien vérifier à couper vos micros pour que je n'entende pas la télévision qui est derrière. Donc, je disais, oui, le mode de consommation, les alcoolisations ponctuelles importantes, surtout en début de grossesse, là, vont être très souvent à l'origine des malformations. La période de consommation importe aussi, donc je vous ai dit, pour tout ce qui est malformation, donc plutôt pour ce qui va donner un syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est pendant la période embryonnaire, mais les atteintes au cerveau, là, vont se produire durant la totalité de la grossesse. La sensibilité génétique importe aussi. On n'est pas égal devant la métabolisation de l'alcool. Il y a des femmes qui vont métaboliser plus vite, d'autres plus lentement. Et ce sera la même chose pour l'embryon. Alors, et ce qui est important aussi, on le sait depuis quelques années maintenant, c'est l'importance de la consommation du papa en préconceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'alcool va altérer pendant la période, comment ça s'appelle, de la maturation du sperme. euh, une consommation d'alcool à ce moment-là, eh bien, ne va pas altérer les gènes en eux-mêmes, mais va altérer la capacité d'expression des gènes paternels. Et ces gènes altérés vont se retrouver, bien évidemment, dans le matériel génétique de l'embryon et affecter son développement également. Là, vous avez la source de l'article en anglais, mais je sais que sur Internet, ça existe également en français. Alors, je vous ai dit que ça atteignait principalement le cerveau, mais pas que. Il y a de multiples conséquences sur le développement et ça commence très tôt parce que dès le tout début de la période embryonnaire, la première victime de la consommation d'alcool, c'est le placenta. Parce que l'alcool bloque l'angiogénèse, ça veut dire que ça bloque le développement des vaisseaux sanguins. Et un placenta qui est mal vascularisé, eh bien, ça veut dire un embryon qui est mal alimenté, mal oxygéné. Et ça peut aller même jusqu'à une mort fétale in utero. Ensuite, donc, les possibilités de malformation physique ou organique, ça je vous l'ai dit à la diapo précédente. Et jusqu'au terme de la grossesse, l'alcool, il modifie les structures cérébrales. Alors, au niveau macroscopique, ça veut dire qu'il va modifier ou qu'il va plutôt empêcher le développement de certaines structures, hein, en particulier l'hippocampe, qui est cette petite structure-là, vraiment insérée profondément dans le cerveau, le corps calleux, qui est cette espèce de pont qui sépare les deux hémisphères, le cervelet, ici, et le cortex préfrontal. Et tout ça, je vais vous le détailler un petit peu plus loin. Et au niveau microscopique, eh bien, il empêche également les connexions neuronales, et ça va surtout affecter le cortex préfrontal. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des notions quand même médicales compliquées. Le corps calleux, donc qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ben, je vous l'ai dit, c'est ce pont-là qui sépare les deux hémisphères et qui permet le transfert d'informations entre ces deux hémisphères. Ça permet leur coordination, ça permet l'interprétation de l'information et ça permet donc d'agir en conséquence. Si vous avez des anomalies du corps calleux, et des anomalies, ça veut dire que vous pouvez avoir un corps calleux qui est extrêmement aminci, ou un corps calleux qui est coupé en deux,
ou qui peut être réduit à la moitié, soit la partie antérieure, soit la partie postérieure. Donc, quand les personnes ont un corps calleux euh, abîmé, on va dire, eh bien, vous imaginez bien que leur fonctionnement va en être altéré aussi. C'est des personnes qui vont être plus lentes dans leur réaction, qui auront du mal à comprendre les informations et qui, en conséquence, auront donc des réactions inappropriées. Ensuite, si on s'intéresse à l'hippocampe, alors l'hippocampe, c'est un petit organe, mais qui est vraiment impliqué dans les fonctions de base de l'être humain. Il est impliqué dans la faim, dans la sensation de faim, dans la motivation, dans la libido, l'humeur, le ressenti de la douleur, le ressenti du plaisir, ou encore dans l'appétit. Et il joue aussi un rôle majeur dans l'apprentissage et dans la mémoire. Il permet de récupérer la mémoire qu'on appelle épisodique, donc la mémoire des faits, la mémoire des événements, et également la mémoire spatiale, la mémoire des itinéraires, c'est très utile donc pour ne pas se perdre. Des anomalies de l'hippocampe vont donner des difficultés de mémorisation, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement, mais également des difficultés à ressentir la faim, ça c'est assez fréquent chez nos enfants, des difficultés à savoir s'ils ont mal ou s'ils sont tristes, des difficultés à ressentir le plaisir ou encore donc à ressentir l'appétit. Ça, c'est vraiment des problèmes que l'on trouve fréquemment chez nos enfants. Ensuite, si on continue dans les parties les plus visibles du cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Alors ça, c'est une partie du cerveau qui est très impliquée dans les fonctions motrices, le contrôle des mouvements volontaires, par exemple, dans la posture, dans l'équilibre. Et contrôle des mouvements volontaires, je peux vous citer un exemple d'un petit gamin qui a cassé un nombre incalculable de paires de lunettes parce que il n'arrivait jamais à les poser là où il voulait. Hein, il avait des gestes incontrôlés. Eh bien ça, c'est probablement parce qu'il avait une altération du cervelet. Il est également impliqué dans la régulation des fonctions exécutives, des fonctions émotionnelles. Hein. Donc on peut avoir un cervelet plus petit, comme vous avez sur cette photo-là, parce que normalement il est censé remplir toute cette cavité noire. Et il y a également des relations entre le cervelet et le cortex préfrontal. Et dans le cas d'une exposition à l'alcool, ces relations, ces boucles-là, ces allers-retours, eh bien, ils vont être perturbés, donc ils vont ils vont moins bien fonctionner. Ce qui veut donc dire que des anomalies du cervelet eh bien, vont se traduire chez les personnes par des difficultés dans le contrôle moteur, dans le tonus, dans les apprentissages. Et également, c'est des personnes qui auront des difficultés d'interaction avec les autres et de régulation émotionnelle. Et pour finir avec le cerveau, maintenant le cortex préfrontal qui est impliqué dans ce qu'on appelle les fonctions cognitives supérieures de l'être humain. C'est tout ce qui nous permet d'agir. C'est le siège de l'abstraction, de la mémoire de travail, des fonctions exécutives. Ça veut dire que nos enfants savent ce qu'il faut faire, mais sont incapables de le faire. Hein, c'est ça l'altération des fonctions exécutives. Euh, Ça va avoir des répercussions sur l'adaptation aux règles sociales, sur l'inhibition des comportements inappropriés, etc. Parce que là, ce n'est que une petite partie des fonctions dans lesquelles le cortex préfrontal est impliqué. Donc, des anomalies et bien du cortex préfrontal, ça va être en particulier donc dans le cadre d'un syndrome d'alcoolisation fœtale où il y a une microcéphalie, ben c'est surtout le cortex qui est atteint. Donc, c'est des personnes qui auront des difficultés d'apprentissage, des troubles des conduites sociales, des troubles du comportement et en plus un risque addictif plus grand.
Et ça, je vous conseille la lecture du rapport de l'Académie de médecine. Il est très facile à lire et vraiment super intéressant pour comprendre l'utilité, on va dire, ou du moins le mode de fonctionnement du cortex préfrontal. Voilà, je pense qu'on va garder toutes les questions pour la fin, mais si vous voulez, vous pouvez les poser dans le chat, comme ça après on pourra y répondre au fur et à mesure. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. SAF, TSAF, qu'est-ce que c'est? Quelle différence? Alors, je vous ai refait un petit schéma pour être bien clair et bien poser les définitions. Donc, l'exposition prénatale à l'alcool, ça veut dire consommation pendant la grossesse pour future maman et ou avant la conception pour futur papa. La conséquence, ce sont donc les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Ce sont donc des troubles du neurodéveloppement qui vont être plus ou moins prononcés, hein, on l'a vu tout à l'heure, selon la consommation, la quantité, la chronicité, les alcoolisations ponctuelles importantes, la période, etc. Et également donc la génétique. On les classe, si on peut dire, en deux formes principales. Mais il faut bien voir que c'est un spectre. Donc, il y a entre la forme complète, le SAF, et la forme sans malformation, vous avez tous les intermédiaires possibles et imaginables, hein. Là, ce sont vraiment les deux extrémités. La forme complète, je ne dis pas la plus grave parce que ce n'est pas exact. La forme complète, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Celui-là, il est en théorie visible dès la naissance par ses caractéristiques physiques spécifiques, les malformations, et par la suite, donc, l'enfant présentera des atteintes neurocognitives et comportementales, et je le détaillerai dans les diapos suivantes. De l'autre côté, vous avez les formes sans malformation, qu'on appelle aussi TSAF non syndromiques. Ceux-là, ils sont absolument invisibles à la naissance. Vous pouvez avoir un très beau bébé de taille, de poids tout à fait normaux, et malgré tout, il aura été exposé à l'alcool et il aura donc lui aussi des atteintes neurocognitives et comportementales, voire d'autres maladies associées qui vont se révéler évidemment tout au long du développement de l'enfant, de l'ado et de l'adulte après. Et donc, en l'absence de diagnostic précoce et de prise en charge spécifique, eh bien, on va assister à l'apparition de multiples troubles secondaires des apprentissages, de troubles des adaptations sociales, bien entendu au gré du développement. Et la conséquence, eh bien, ça va être une limitation des capacités d'autonomie de la personne durant la vie entière. Alors maintenant, vous allez me dire, la question qui vient en général après, c'est est-ce que c'est fréquent? Eh bien, malheureusement, oui, c'est un vrai enjeu majeur de santé publique. Alors, on a l'habitude, vous avez sûrement déjà vu cette représentation, l'iceberg, la partie supérieure de l'iceberg, celle qui se voit, eh bien, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, le SAF. C'est grosso modo une naissance sur 1000, ce qui veut donc dire à peu près 800 naissances par an en France. Il faut savoir que c'est une fréquence qui est équivalente à la trisomie 21. En dessous, la partie immergée de l'iceberg, ce sont les TSAF non syndromiques, donc sans traits faciaux caractéristiques. Et là, c'est une naissance sur 100. C'est énorme. Ça fait à peu près 8000 naissances par an en France. Et c'est une fréquence équivalente à l'autisme. Tout le monde a entendu parler de l'autisme. Il y a de multiples associations, hein, et qui a vraiment entendu parler dans le détail du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, beaucoup moins de personnes en France, y compris dans le milieu médical. Encore en dessous, la partie vraiment la plus inférieure, on va dire, de l'iceberg,
eh bien, c'est le chiffre inconnu des fausses couches précoces, des morts fœtales, et qui résulte en partie donc des atteintes au placenta. Ce qui veut donc dire qu'au total, on doit avoir à peu près plus d'un demi-million de personnes en France qui vivent avec des troubles liés à une exposition prénatale à l'alcool. C'est la première cause de déficit cognitif non génétique, hein, et ces personnes sont malheureusement pour la plupart invisibles. Elles sont très peu repérées et elles sont la plupart du temps sous-diagnostiquées et encore moins suivies. Alors, si on veut détailler un petit peu plus tout ça, les TSAF sans malformation. Donc, comme je vous ai dit, ce sont les plus fréquents, mais ils sont invisibles, au moins invisibles à la naissance. C'est donc au moins 3 cas sur 4. Et quand est-ce qu'ils commencent à être visibles? Alors, ça peut être déjà dans la petite enfance, avec peut-être par exemple des troubles de la coordination, mais la plupart du temps, ils se révèlent à l'école. Et les symptômes, ce sont donc des troubles cognitifs et de comportement, mais alors qui peuvent être extrêmement variés, on va le voir après. Ils peuvent être variés en type et en intensité. Ce qui veut donc dire que le repérage et le diagnostic vont être extrêmement difficiles, surtout si on n'a pas, si le médecin n'a pas la connaissance de la consommation d'alcool maternel ou paternel. On va donc avoir des enfants qui vont présenter une très grande diversité de troubles, mais avec vraiment des profils très très différents. Par ailleurs, aucun enfant, bien évidemment, ne présente la totalité des troubles. Aucun des troubles spécifiques pris individuellement n'est spécifique, je veux dire, aucun des troubles individuellement n'est spécifique des TSAF. Ce qui veut donc dire que l'errance diagnostique chez les enfants exposés à l'alcool et non repérés comme tels est extrêmement grande parce qu'ils peuvent être diagnostiqués, ça c'est peut-être de l'autisme, ou et c'est peut-être un trouble des apprentissages, c'est un multidis. Il y a peut-être un peu de déficience intellectuelle. Et en fait, non. La cause principale de cette grande diversité de troubles sera très fréquemment une exposition prénatale à l'alcool. Et il faut noter en particulier qu'il y a une très grande proximité des conséquences avec le trouble, donc le TDAH, qui est associé à l'exposition prénatale à l'alcool dans près de 53% des cas. C'est énorme, ce qui est au Canada, par exemple, les médecins recherchent toujours un TDAH quand un enfant leur arrive avec une exposition à l'alcool avérée, et inversement, quand un enfant leur arrive avec un diagnostic de TDAH, eh bien les médecins canadiens recherchent toujours s'il y a eu exposition prénatale à l'alcool. Et bien évidemment, si on a un repérage et une prise en charge tardif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une aggravation des troubles, bien évidemment. Euh, alors maintenant, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors lui, comme je vous l'ai dit, il est visible, mais c'est aussi le moins fréquent. Euh, il, se- il est bien caractérisé, celui-là. Il y a des points qui sont très évidents. Il y a toujours un retard de croissance intra-utérin. Ce sont des enfants qui naissent avec un petit poids, une petite taille et un petit périmètre crânien. Et on dit que c'est un retard de croissance harmonieux parce que c'est vraiment les trois ensemble. C'est pas seulement l'un ou seulement l'autre, c'est les trois. Il y a toujours la dysmorphie crânio-faciale et après, donc, les séquelles neurocognitives. Alors, la dysmorphie crânio-faciale, elle se manifeste par quoi? Eh bien, tous ces signes que j'ai notés comme suffisants. Donc, le premier d'entre eux est la microcéphalie. Ensuite, vous avez les yeux étroits. Les médecins disent les fentes palpébrales étroites. Ensuite, et c'est ça qui est, je dirais, le plus caractéristique, c'est l'espace nez-lèvres sans relief, ce qu'on appelle le philtrum. Nous, on a
tous un petit sillon, hein, qu'on appelle communément le doigt de l'ange. Eh bien, ce petit sillon, chez nos enfants, il n'existe pas. Cet espace entre le nez et la lèvre est plus haut que la normale, souvent plat, bombé, et avec une lèvre supérieure extrêmement amincie, voire quasi inexistante. Vous pouvez avoir d'autres signes qui sont présents dans le SAF complet, qui ne le seront pas forcément dans le SAF partiel, hein. Mais, donc souvent il y a des anomalies de l'oreille, une racine du nez un peu encellée, donc un petit nez en trompette, et un menton qui peut être très petit et souvent, comment dire, un peu en arrière. Alors, ça, ces signes physiques, ces signes sur le visage, ils se voient particulièrement bien dans l'enfance, notamment, on va dire, entre 1 an et 7 ans. Mais il faut savoir qu'ils peuvent s'estomper avec l'âge et que donc faire un diagnostic de syndrome d'alcoolisation fœtale chez une personne adulte sera beaucoup plus difficile. C'est pour ça que les médecins demandent toujours d'avoir des photos de la personne enfant. Alors maintenant, je vous parle depuis un moment des conséquences des atteintes au cerveau. Alors, les atteintes, donc les atteintes non, je prends les choses à l'envers. Les conséquences qui dérivent directement des atteintes au cerveau, on les appelle les troubles primaires. Alors, ils sont de différentes sortes, mais ils peuvent être présents vraiment dès le tout petit bébé, où on va avoir un petit bébé qui va avoir des troubles de l'acquisition de la coordination, une posture, par exemple, pas droite, on dit il est en virgule, il peut avoir des troubles du sommeil. Il aura des difficultés à coordonner ses mouvements, déjà, ce sera des bébés qui seront très coléreux et ils pourront avoir des troubles alimentaires, notamment en raison d'une hypotonie buccale qui, si elle n'est pas prise en charge rapidement, pourra conduire après à des troubles, enfin à des difficultés à apprendre à parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en charge extrêmement tôt. Ensuite vont se révéler les troubles cognitifs, hein. Là, il y en a, je dirais, nos enfants, ils les ont tous. Le TDAH est le plus présent, troubles des fonctions exécutives aussi, mais vous aurez tous les troubles des apprentissages, à savoir tous les troubles 10, hein, dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, dysexécutifs. Nos enfants sont un catalogue, malheureusement, de troubles du neurodéveloppement. Ensuite, du fait des atteintes à l'hippocampe, par exemple, ou aux autres organes profonds du cerveau, eh bien, c'est des enfants qui vont avoir des troubles du comportement avec donc de la difficulté à gérer leur stress, à gérer leurs émotions. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'aux troubles oppositionnels avec provocation, euh, parfois graves, hein. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut s'en occuper extrêmement tôt. Après, à l'adolescence, eh bien, vont apparaître les troubles des adaptations sociales parce que nos enfants ayant des difficultés à se contrôler, des difficultés à contrôler leur stress, vont avoir parfois des réactions inconvenantes, on va dire, hein. Et ils ont également parfois une faible capacité de jugement, ils sont très naïfs, ils ne voient pas les conséquences de leurs actes. Donc tout ça peut les mettre vraiment dans des situations difficiles et donc ils ont des difficultés à trouver leur place dans la société, du fait également de leur immaturité et de leur dysmaturité. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est vraiment une notion qu'il faut bien avoir en tête chez nos enfants. Et ensuite, donc en cas de SAF, il y a les malformations.
Alors après, si cet enfant exposé à l'alcool n'est pas repéré, n'est pas diagnostiqué, n'est pas suivi, idéalement dans l'enfance. Autrement dit, lorsque ces difficultés ne sont pas identifiées comme les conséquences d'un trouble du neurodéveloppement. Là, la situation va beaucoup se compliquer parce que il va être en but à des réactions inappropriées de son entourage, déjà de son entourage familial, qui vont pas comprendre pourquoi il agit ou réagit de cette façon-là, mais également des réactions inappropriées à l'école, bien évidemment. Ces difficultés, bah, elles vont être interprétées à tort comme le résultat d'une mauvaise éducation. On a tous entendu, bah, avec les parents qu'il a, c'est pas étonnant. Ou encore comme de la mauvaise volonté, de l'insolence. Euh, alors qu'en fait, nos gamins, ils font tous les efforts du monde pour être des enfants satisfaisants, pour réussir comme les autres. Hein, donc, s'ils n'y arrivent pas, s'ils s'énervent en classe, c'est pas du tout parce qu'ils ont envie, je sais pas moi, d'embêter leur enseignant, mais c'est vraiment parce que leur cerveau ne leur permet pas euh, d'apprendre et d'être attentif comme les autres. Euh, et donc, quand il y a ces mauvaises réactions, quand il y a cette incompréhension de l'enfant, eh bien, on va alors là, malheureusement, assister au développement de surhandicap, les troubles secondaires, qui peuvent arriver très tôt dans la vie de l'enfant. Mon Thomas, à 4 ans, m'a dit qu'il voulait se jeter à la poubelle. Donc déjà à 4 ans, perte de l'estime de soi. Ils auront évidemment, après, ils vont rentrer dans le cercle vicieux des difficultés scolaires. Ils vont se décourager, surtout si leurs efforts ne sont pas vus, ne sont pas récompensés. Hein. Et après, on peut, dans les pires des cas, bien, aller vers des fugues. Euh, des risques de mauvaises rencontres et très fréquemment des troubles psychiques. Alors pas des troubles psychiques graves, hein. C'est essentiellement bah, des états dépressifs ou des troubles anxio-dépressifs qui résultent, des altérations du cerveau, mais aussi des difficultés de vie que cet enfant, cet ado ou cet adulte peut rencontrer. Euh, Donc maintenant, les signaux d'alerte, parce que là, je vous ai décrit en gros les différentes catégories de problèmes, mais dans la vraie vie, quand vous avez devant vous un enfant ou un ado, donc qu'est-ce qui va vous permettre de vous dire, ben, cet enfant, cet ado-là, peut-être qu'il a été exposé à l'alcool. Donc, il va y avoir une association de signes évocateurs, plus évidemment la connaissance hein, d'une possible consommation d'alcool chez les parents. Alors, si on prend depuis le tout petit, donc chez les 0-3 ans, donc je vous répète, ce n'est pas la totalité des signaux qu'on peut voir chez nos enfants. Ça va simplement être les plus fréquents. Donc, chez le tout petit, il faut d'abord vraiment prêter attention aux problèmes de psychomotricité, voir si cet enfant il est tonique, s'il est tonique, comment dire, dans la totalité de son corps, s'il est coordonné, s'il est agité, s'il dort bien ou pas, s'il a donc des troubles de l'oralité, s'il pleure, s'il fait des colères, également s'il a des réactions excessives au bruit ou à la lumière, hein. Et faire attention, bien évidemment, aux malformations caractéristiques si vous pensez avoir affaire à un enfant qui a un SAF. Si on le laisse grandir, cet enfant, entre 3 et 6 ans, il aura toujours des problèmes de psychomotricité. C'est un enfant qui va être maladroit, qui va avoir du mal à coordonner ses mouvements, il aura du mal à tenir un crayon, il va être agité, hein, il va y avoir des difficultés à rester assis. Les troubles du sommeil sont vraiment fréquents, beaucoup de difficultés d'endormissement. C'est des enfants qui se décalent beaucoup dans le sommeil. Et comme ils ont des
cauchemars assez fréquents, donc ils ont peur en plus d'aller se coucher. Les troubles du comportement alimentaire peuvent toujours être présents, pas chez tous les enfants, hein, je vous le répète, mais assez fréquemment. Les troubles du comportement, là, deviennent de plus en plus fréquents, avec des colères qui deviennent plus longues, plus graves, plus difficiles à, à faire cesser, et des enfants qui vont avoir des réactions violentes à la frustration quand on leur refuse quelque chose, par exemple. Les troubles de l'oralité qu'on peut trouver chez le bébé, eh bien, peuvent, chez le petit enfant, amener à un retard d'acquisition du langage et des difficultés pour prononcer correctement. Ce sont également des enfants qui se mettent fréquemment en danger, donc il faut surveiller vraiment de très très près. Chez les plus de 6 ans, le tableau continue avec, en plus, bien évidemment, les difficultés d'apprentissage qui sont dues aux troubles cognitifs. Donc le déficit d'attention, le trouble de la mémoire, ça c'est des enfants qui ne retiennent pas ce qu'on leur dit. Quand on leur donne 3 consignes à la fois, ils vont se rappeler la première, mais pas la consigne 2 et encore moins la consigne 3. Trouble des apprentissages, j'en ai parlé. En particulier, difficulté de compréhension des consignes à l'oral. Hein, quand on peut leur écrire les choses ou leur donner par des petits dessins, des choses comme ça, ils auront moins de difficultés. Beaucoup de difficultés avec l'abstraction pour la plupart des enfants, pas tous, mais c'est quand même extrêmement fréquent. Difficulté à s'organiser, à planifier, et ça, ce sera la conséquence des atteintes des fonctions exécutives et des enfants qui sont extrêmement lents à comprendre. Il faut répéter, répéter et répéter sans cesse. Et ils seront également très lents pour faire les choses. Mais une fois qu'ils auront compris ce qu'il faut faire, là, ils le feront la plupart du temps plutôt bien. Chez les plus de 6 ans, toujours, maintenant, si on s'intéresse aux troubles du comportement, eh bien, on retrouve ce qu'on a vu chez les plus petits, mais qui, évidemment, avec l'arrivée de l'adolescence, eh bien, vont être de plus en plus forts, de plus en plus importants et de plus en plus, surtout, difficiles à apaiser. La difficulté de réguler les émotions devient importante parce que ben, plus de 6 ans, on est à la grande école ou après on est au collège et si on ne comprend pas les émotions ses propres émotions ni les émotions des autres, eh bien, on a des difficultés dans ces interactions sociales. Ce sont des enfants qui sont facilement manipulables, qui n'apprennent pas de leurs erreurs, qui ont du mal à distinguer le vrai de l'imaginaire. Il ne faut pas croire qu'ils sont menteurs, hein. C'est vraiment qu'ils n'arrivent pas à distinguer la réalité. Et ils se complaisent souvent avec des enfants plus jeunes qu'eux. Comme ils sont naïfs, ils peuvent montrer une très grande familiarité avec les inconnus. Ils ont tendance du coup à fabuler puisqu'ils ne distinguent pas le vrai de l'imaginaire et ils ont donc des difficultés à comprendre nos règles sociales, en particulier la notion de propriété. C'est pour ça qu'ils sont souvent accusés de voler des crayons, des blousons, enfin, n'importe quoi à l'école. Mais non, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire euh, posséder une chose. La mise en danger est toujours là. Je peux vous citer le cas d'un petit gamin de 15 ans qui adorait monter aux grues dans sa ville parce il aimait beaucoup voir la petite voiture des pompiers qui venaient le chercher. Et plus tard, donc chez l'adolescent, bah, malheureusement, les aspects comportementaux dominent vraiment beaucoup. Quand il n'y a pas eu de prise en charge plus tôt, on peut être en but à une attitude oppositionnelle, donc les fameux TOP. La faible tolérance à la frustration peut l'amener vraiment à de la violence et à de la de- destruction. On peut malheureusement voir apparaître les premiers comportements à risque, les addictions, parce que nos enfants ayant été exposés à l'alcool très tôt dans leur vie, eh bien malheureusement ont une fragilité de ce côté-là. On peut avoir des comportements sexuels inappropriés.
pas chez tout le monde, je vous rassure, et parfois de l'agressivité. Et puis, ben, comme précédemment, faible compréhension des consignes et des conduites sociales, donc des ados qui vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Et ça peut aller jusqu'à d'importants risques de problèmes avec la justice. Et c'est pour ça que l'on a travaillé avec la Coréade sur un projet de formation des professionnels de la justice. Alors, je vous parle depuis un moment de dysmaturité. Alors, qu'est-ce que c'est que la dysmaturité? C'est quand l'âge développemental et l'âge chronologique ne correspondent pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir un jeune homme, par exemple, qui va avoir 18 ans d'âge légal et de maturité physique, à l'oral, en capacité à parler, capacité de discussion, il sera très bien dans son âge, voire même un peu au-dessus. Mais par contre, pour d'autres aptitudes, comme la maturité émotionnelle, la compréhension des idées, ça pourra être un enfant de 6 ans. Hein. Il pourra avoir 8 ans dans sa compréhension du temps et de l'argent, hein, éventuellement 16 ans en lecture. Donc voilà, la dysmaturité, c'est ça, et c'est vraiment très, très fréquent chez nos enfants. Je me rappelle qu'à notre dernière assemblée générale, on a eu une maman qui nous a dit, mais quand je m'adresse à ma fille, je ne sais jamais si je m'adresse à celle qui a 20 ans ou à celle qui a 8 ans. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir ça. Les autres signaux d'alerte chez les enfants, ben, c'est évidemment l'adoption. Hein, l'exposition prénatale à l'alcool est très fréquente chez les enfants adoptés, notamment dans les pays de l'Est. Les enfants placés, bien évidemment, parce que, ben voilà, alors il n'y a, pas d'études, puis il n'y a pas de chiffres en France, hein, mais des études nord-américaines donc, ont montré qu'il y avait 10 à 15 fois plus d'enfants avec TESAF parmi les enfants placés. Après, ça, il faut aussi faire attention aux enfants qui sont en errance de diagnostic ou de prise en charge, et puis bien évidemment, les enfants de fratrie en difficulté. Et maintenant, chez les adultes. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les adultes? Là aussi, comme ils sont très rarement diagnostiqués, eh bien, la plupart d'entre eux ne savent pas l'origine de leurs difficultés et ils n'ont pas de suivi adapté. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de tableau clinique unique, mais il y a des difficultés dans des domaines variés et différents selon les personnes. La plupart du temps, il n'y a aucun signe extérieur de déficience, d'où une incompréhension de l'entourage et des réactions également inappropriées. Alors là, il y a plein de petits signes hein, qui peuvent alerter. C'est la difficulté à gérer les changements, à respecter les horaires, à s'organiser, mais vraiment dans tous les domaines de la vie de l'adulte. Hein. Ça peut même être tout simplement pour prendre un rendez-vous médical. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles. Suivre le rythme hein, dans l'apprentissage, dans le travail, parce qu'ils sont lents la plupart du temps. Mesurer les conséquences de leurs actes, ça aussi, ça peut les mettre en difficulté dans le travail. La concentration reste extrêmement difficile chez l'adulte. D'abord, elles, elles sont des personnes qui sont plus fatigables, mais également c'est des personnes qui peuvent être facilement distraites par un oiseau qui passe, par exemple. Donc ça veut dire que plus fréquemment que les autres, cette personne exposée à l'alcool, eh bien, elle oubliera comment faire quelque chose que pourtant elle a déjà fait avant hein, et qu'elle savait faire. Et c'est également une personne qui montrera grande fatigabilité, grande sensibilité au stress. On peut également retrouver les difficultés de compréhension des notions abstraites, même s'il y a bien évidemment une amélioration avec le temps, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau il pouvait maturer jusqu'à la trentaine. Bien évidemment, ces difficultés de compréhension, elles évoluent. Hein. Donc elles n'auront pas, ce ne sera pas les mêmes difficultés que quand ils sont enfants. Mais quand même, on peut retrouver des choses qui sont compliquées. Et en particulier, la notion de consentement peut être difficile. Toujours des difficultés à généraliser. Ce sont des personnes qui, à l'oral, peuvent faire illusion parce qu'elles parlent bien, mais ce n'est pas pour autant qu'elles auront compris ce que vous leur aurez dit.
c'est des personnes qui vont essayer de cacher leurs difficultés et qui auront toujours des difficultés de gestion des émotions, de naïveté, des personnes qui ne savent pas dire non, hein. Et on peut toujours avoir des difficultés d'ordre physique, donc des difficultés de proprioception, parfois toujours de motricité fine, des troubles du sommeil, de l'alimentation et parfois des maladies associées qui peuvent comment dire, révéler à l'âge adulte, comme par exemple les hypothyroïdies ou parfois des formes d'épilepsie. Voilà, donc ce qu'il faut retenir chez l'adulte, c'est que les TSAF vont induire des difficultés de vie et que par conséquent, ce sont des personnes qui auront plus fréquemment des troubles anxio-dépressifs et une sensibilité accrue aux addictions. Là, je vous ai mis un peu le résumé des surhandicaps à l'âge adulte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup les problèmes psychiques, donc anxio-dépressifs, et puis bah, les problèmes d'emploi et d'autonomie. Alors, il y a quand même une étude dont il faut que je vous parle parce qu'elle me remonte toujours le moral, parce que ce n'est pas une fatalité, tout ça, hein. Avec un diagnostic et une prise en charge précoce, eh bien, ces personnes exposées à l'alcool ont vraiment une évolution tout à fait favorable. Ça, c'est une étude qui a été faite en Suède, où donc il y a une cohorte de presque 80 adultes qui avaient un diagnostic de SAF complet pour tous, qui ont eu une prise en charge précoce avec un système social scandinave extrêmement protecteur qui interdit par exemple la déscolarisation des enfants, eh bien au final, ça veut dire que vous avez des personnes qui ont un relatif succès scolaire, qui ont une bonne employabilité, vous voyez, pratiquement 50%, peu de problèmes avec la justice, malgré quand même des difficultés qu'il faut pas nier, hein, c'est toujours ces problèmes psychiatriques et une sensibilité, une susceptibilité même aux drogues et à l'alcool dont il faut tenir compte. Voilà. Pour finir très rapidement le parcours de soins, là vraiment pour les enfants, il y a maintenant ce qu'on appelle le parcours coordonné qui est mis en place donc depuis les travaux de la stratégie interministérielle sur les TND. Donc le vecteur de ce parcours coordonné, c'est les PCO, donc les plateformes de coordination et d'orientation, qui permettent donc d'avoir rapidement des consultations de repérage. Et si des troubles commencent à être repérés avant même qu'il y ait le diagnostic, eh bien l'enfant peut être orienté soit vers des partenaires en libéraux et ce sera pris en charge, ou bien orienté vers des établissements hospitaliers. Comment se déroule un parcours diagnostique? Eh bien, voilà, ça c'est les 3 étapes principales. Donc ça se fait la plupart du temps chez un neuropédiatre, donc il va falloir avoir l'histoire de l'enfant. Il y aura un examen pédiatrique complet pour tenir compte d'éventuelles malformations internes, notamment cardiaques, mais également ORL, parce que les problèmes du canal du conduit auditif et du nerf optique sont relativement fréquents. Il y aura toujours un bilan génétique également, parce qu'il ne faut quand même pas laisser de côté d'éventuels petits problèmes sur des gènes qui pourraient potentialiser les problèmes liés à l'alcool. Il y aura un examen de psychomotricité et un bilan neuropsychologique qui va montrer les forces et les faiblesses de l'enfant, de l'ado ou de l'adulte, parce que là, pour le coup, ce bilan-là, il peut être fait à n'importe quel âge. Une fois que tous ces examens et bilans sont faits, il y aura donc la consultation en neuropédiatrie, le diagnostic par le médecin,
Et après, si il y a donc des atteintes qui vont vraiment handicaper la personne, donc il y aura ouverture d'un dossier MDPH avec différentes préconisations. Mais là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Ensuite, eh bien, ça peut ouvrir à un parcours de soins avec là aussi des spécialités vraiment très variées. Le premier dans l'histoire de l'enfance, ce sera l'orthophoniste, mais vous pouvez avoir également de la kiné, de la psychomote, des besoins en orthopsie, en ergo, parfois de la chirurgie, après pédopsychiatre, psychologue, etc. Et la liste n'est absolument pas exhaustive. Vous pouvez avoir beaucoup enfin, d'autres spécialités encore. Là, pour finir, je vous ai juste mis un petit focus sur les TND. Donc, mais je vous en ai déjà parlé, donc ça, je ne vais pas m'y étendre. Donc voilà, pour moi, j'ai fini ma partie. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que les TSAF, on n'en guérit pas. Hein, un cerveau lésé, on ne peut pas le réparer. Mais par contre, diagnostic précoce et accompagnement dès l'enfance et tout au long de la vie vont quand même permettre de beaucoup améliorer les choses. D'abord, en ce qui concerne l'estime de soi de la personne, parce que savoir que les difficultés qu'elle a eues parfois depuis son enfance, ben, ce n'est pas de sa faute. Ça évite, ça diminue le développement des surhandicaps grâce à la plasticité cérébrale. Hein. Le cerveau, il mature, notamment la matière grise, elle mature jusqu'à la trentaine. Et du coup, bah, ça va assurer à ces enfants de bien meilleures chances d'insertion à l'école, dans la société, et ça va leur permettre d'avancer sur leur chemin de vie, mais pas tout seul, parce que très souvent, ils vont avoir besoin d'être encadrés, d'être soutenus par leur famille d'une part, mais après, éventuellement, par une curatelle ou une tutelle. Il faut se rappeler qu'un retard de diagnostic augmente beaucoup les risques. Hein, on a parfois des familles qui disent bah non, ça va pas trop mal, donc on va encore attendre. Ben non, c'est pas la bonne idée. Hein, parce que attendre, eh bien, c'est vraiment augmenter les risques de difficultés scolaires et après de tous les problèmes que je vous cite ici. Et après, il y a un point auquel il faut être attentif aussi, surtout pour les professionnels, c'est que les enfants qui ont un SAF ou les ados qui ont un SAF, ça se voit. Donc, ils ont plus de chances d'être diagnostiqués. Mais par contre, les enfants qui ont des TSAF, donc où ça ne se voit pas, ils n'ont rien du tout comme signe extérieur. Et bien, ceux-là, à l'âge adulte, si on ne les repère pas, ils vont avoir 2 fois plus de problèmes avec la justice, l'alcool ou la drogue. Donc, c'est vraiment hyper important d'être très, très attentif à ça. Voilà, j'ai fini ma partie. Euh, Olga, si tu veux prendre la parole maintenant ou on prend quelques questions, comment on fait? Euh, Moi, on va peut-être prendre quelques questions. D'accord? Alors, il y avait Je des vais questions. arrêter le partage pour l'instant, histoire de voir Ouais. les gens, et puis je te le remettrai après. Moi, je voulais juste ajouter que là, on a parlé beaucoup des risques de surhandicap avec ce qui se voit par rapport à la justice en tant qu'auteur. Dans les témoignages qu'on a eus, il y a aussi, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la partie vulnérabilité. Ils sont beaucoup plus vulnérables que les autres, c'est-à-dire qu'ils vont quelquefois être témoins ou victimes. Et Oui, victime, moi, je l'ai entendu systématiquement dans tous les témoignages des adultes que j'ai entendus, aussi bien filles que garçons. Ils sont beaucoup plus souvent sous emprise d'un oui, compagnon, d'une compagne, beaucoup plus souvent, alors surtout ce qui est vie intime, affective et sexuelle, ils ont du mal avec les autres. Donc souvent, en fait, dans un groupe d'amis, ils donneront beaucoup parce qu'ils sont beaucoup en attente d'être en lien avec les autres, mais ils verront pas les signes que la personne en face n'est pas forcément quelqu'un de bien pour eux. Donc ça fait partie aussi des choses qui se voient beaucoup. En couple, pareil, ils ont des difficultés
ils ont beaucoup de ruptures dans leur vie parce qu'ils comprennent pas et qu'il y a besoin de communiquer. Et quand en face, la personne, donc que ce soit le compagnon, la famille, etc., ne sait pas ce qu'il y a, et ben on s'énerve et on se dit, mais enfin, tu devrais être capable. Et en fait, cette vulnérabilité-là, ça fait quand même partie des signes qui sont très, très importants. Et sur les addictions, c'est vraiment, c'est vraiment un message à faire passer. Pourquoi juste un diagnostic de TDAH ne suffit pas? C'est que effectivement, on parle aujourd'hui du TDAH et addiction. Mais nos enfants à nous, en plus, s'il y a eu sevrage à la naissance, quand il commence directement comme quelqu'un qui reprend après une longue période d'abstinence. Donc, ça n'a rien à voir. Déjà, il passe beaucoup plus vite sur des consommations de plus en plus importantes. Et en fait, ce qu'il faut en tant que parents ou les adultes qui s'en occupent, c'est faire de la prévention dans l'enfance. C'est pas attendre l'adolescence parce que à l'adolescence, ça sera trop tard. Dans l'enfance, il faut leur expliquer, c'est comme Obélisque. T'es tombé dedans quand t'étais petit, donc t'y retournes plus, en fait. Et ça sera à vie. C'est pas juste à l'adolescence, c'est à vie. Parce que toi, tu vas y rester. Et ça, en fait, c'est hyper important de faire de la prévention. Donc, s'il y a un message qu'il faut retenir par rapport à ça, pour moi, par rapport à, à l'intérêt d'un diagnostic, c'est aussi pour toute leur vulnérabilité, pour éviter en fait toutes les histoires que Catherine et moi on entend à chaque nouvelle personne qui nous appelle. Ils sont beaucoup, beaucoup plus vulnérables. C'était la partie que je voulais ajouter. Oui, tu as tout à fait On va raison. peut-être prendre les questions. Oui. Alors, la première question que j'avais, c'était... attends, hop, non, Comment réaliser un diagnostic oui, différentiel entre TSAF et TDAH ou TSAF et TSA? Alors là, fait une ce n'est diapo pas moi là-dessus. qui, oui, mais là, c'est pas moi qui vais répondre. Je crois qu'il y a Hélène d'Ambreville, non? Ah oui, oui, Hein? oui, Hélène est là. Hélène, Mais est-ce que est-ce Hélène, que c'est tu, plus est-ce que addiction? tu, est-ce que, oui, je sais, mais est-ce que tu répondrais à ça ou pas vraiment? Alors, je peux répondre en tout cas, je peux répondre en partie, parce que j'ai effectivement des diapos Hélène a remis son sur le micro, donc sujet. peut-être qu'elle pourra répondre. Ben, Bonsoir. désolée, hein, mais bonsoir, mais je suis pas en l'état, moi, ce soir-là. Ok, pas Désolée. de souci, Du je coup, je fais. suis en retrait. Désolée, hein. D'accord. Ok. Bonne soirée. Oui. Alors, entre TSAF et TDAH, il y a énormément de similitudes. À tel point que comment ça s'appelle, ce qui est recommandé hein, pour les enfants TDAH vont fonctionner très bien pour les nôtres aussi. Par contre, il y a quelques différences. Les troubles dysexécutifs vont être beaucoup plus fréquents chez les enfants TDAH plus TSAF et ils vont perdurer. Et également, la réponse au traitement va être différente. Donc, si quand on a un enfant diagnostiqué TDAH, mais en même temps le toubib dit mais c'est bizarre, il répond pas au traitement comme les autres, là il faut se poser éventuellement est-ce que c'est pas un enfant TSAF en fait? Alors, Traitement, tu voulais dire par exemple le la Concerta est Ritaline, plus souvent, Concerta, voilà, voilà. voilà, Le exactement. Hein. Concerta fonctionne mieux que les autres en général. Ouais. Voilà. Hein, Mm. donc là, effectivement, il faut pouvoir adapter. Hein. Alors, entre TSAF et TSA, donc troubles autistiques, alors, on peut avoir des troubles du spectre autistique chez nos enfants dans la petite enfance. Hein, des enfants qui n'accrochent pas le regard, des choses comme ça, et qui doivent être pris en charge. Ça, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ils ne durent pas. Et surtout, la grande différence, c'est que les enfants qui développent vraiment un trouble autistique, ils vont être monomaniaques. Enfin, ils ont des intérêts spécifiques et ils n'en sortent pas. Et puis, ils n'aiment pas trop les relations avec les autres. Nous, nos enfants TESAF, c'est pas du tout ça. Ils ont une énorme envie de partager. Ils s'y prennent mal.
mais ils veulent le faire, ce qui n'est pas le cas dans l'autisme, et ils n'ont pas non plus d'intérêt particulier stéréotypé. Ils s'intéressent à des tas, tas de choses euh, différentes. Ça, c'est vraiment les deux gros points vraiment qui font la différence. Après, je suis pas médecin, hein, donc pour avoir vraiment les points de diagnostic différentiel, adressez-vous à un médecin. Quand à Besançon, ce qu'avait aussi répondu le docteur Caroline Paris, c'était un enfant avec un TSAF, au contraire, il ira vers tout le monde et il se méfiera pas. Oui, Alors qu'un enfant avec le TSA, non. oui. Donc ça fait partie aussi des différences. Alors, On pourra vous enfin si je sais plus qui est la personne, je regarderai. Mais si vous voulez nous renvoyer un mail, je pourrais vous Justine, envoyer. C'est Justine. Justine Alvarez. Bonjour Justine. Je pourrais envoyer le diapo, enfin la diapo qu'avait donné Caroline Paris. Oui, La je différence. Ouais. je les ai On aussi. passe à une autre question. Après, est-il possible de remettre la diapo sur Ouais, les bon, on slides l'enverra. derrière? On enverra de toute façon le diaporama, hein, donc vous l'aurez. La question de comment parler de la consommation Ah, d'alcool, ça c'est. surtout pas, surtout pas demander directement est-ce que vous consommez de l'alcool ou bien vous savez qu'il ne faut pas boire de l'alcool, évidemment. Si on pose la question comme ça, non. Par contre, il y a des réseaux de périnatalité, en particulier réseau Aquitain et réseau d'Occitanie, qui ont vraiment, et le GEGA également, qui est le groupe d'études grossesse et alcool, qui ont vraiment développé des outils très très utiles, des auto-questionnaires, où au milieu d'autres questions de vie quotidienne, ils incluent ces questions de consommation d'alcool. Et ce qui est recommandé aussi, c'est toujours de demander la permission. Hein, autrement dit, quand vous avez une femme en face de vous, c'est dire, bon, je vais maintenant aborder la question de vos consommations. C'est une question que je pose à toutes mes patientes. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser ces questions-là? Ça permet de créer, on va dire, un lien, hein, entre la patiente et le soignant en général. Donc, si ça vous intéresse, bah, c'est pareil, vous pouvez nous le demander par mail. On peut vous envoyer les auto-questionnaires. On peut, voilà, on peut vous orienter sur ces points-là. Je pense que ce qui est important aussi pour compléter, c'est en fait la position du professionnel. Si vous Oui, vous très dites ouvert. ça aurait pu m'arriver à moi, Mm. et si vous n'êtes pas jugeant, la Ça se personne passera aura plus mieux. de facilité. Et évidemment, donc ça c'est toujours une question de moyens, c'est aussi le temps qu'on a. Si on a 10 minutes et puis qu'il y a quelqu'un qui attend déjà et puis qu'il y a une salle d'attente pleine, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à ça. En fait, c'est au fur et à mesure des rendez-vous que la personne arrive à en parler. Donc, au fur et à mesure des rendez-vous, ça veut dire des pertes de chance pour l'enfant, mais en même temps, mieux Euh, vaut en fin de grossesse que pas du tout. Oui. Mais il y a aussi les consultations préconceptionnelles qui sont vraiment Ouais, des d'accord. moments vraiment très bien choisis pour parler de ça. Après, Et les sages-femmes ont en général un peu plus de temps que d'autres professionnels pour en parler. quand c'est un problème où les parents sont malades de l'alcool, ils iront pas forcément au rendez-vous avant. Et puis souvent, on arrive en dernier et puis c'est plus compliqué, quoi. Mm, Mais c'est important même après, quand en fait, on suit un enfant qui a déjà 4 5 6 ans, 7 ans, de pouvoir redemander et en demandant déjà est-ce que c'était une grossesse voulue? À quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte? Et puis dire comme pour tout le monde, en fait, il faut être à l'aise par rapport à cette question de l'alcool. Et donc, vous buviez quoi? C'était plutôt de la bière, du vin Ne pas oublier le et cidre. le cidre.
Parce que pour certaines personnes et dans certaines régions, le cidre et la bière, c'est pas de l'alcool. Hein. Donc il faut aussi avoir en tête les particularités locales, on va dire. Ouais. Et puis c'est vraiment aussi l'attitude qu'on a, c'est-à-dire que la plupart des mamans, en fait, ou des papas aussi, ils ont peur que l'enfant soit placé. Donc en fait, il faut aussi les, les mettre à l'aise Rassurer, par rapport à ça. C'est rassurer. que le but du médecin, c'est d'aider l'enfant d'abord. Mm. Il y a une Est-ce que je peux question. me permettre, du Oui, coup, c'est Hélène d'Ambreville, Oui. parce que là, c'est tellement mon domaine, je suis très, Oui. très épuisée en ce moment avec Bon. mes mais soucis de c'est santé. gentil de quand Mais même par contre, intervenir, Hélène. peut-être il y a deux choses que j'ai envie de dire. C'est déjà, personnellement, dans ma consultation, jamais je recherche la culpabilité de la maman. Encore récemment, j'ai une infirmière qui est très, très psychologique, qui a été formée dans l'ancien temps de la dictologie et qui me parlait tout de suite en première intention de la culpabilité de la maman. Je lui ai dit, attendez, la personne, elle est dans une galère de l'addiction, c'est vraiment un piège, on est hyper mal, il y a énormément de souffrance. Du coup, en colloque, j'entends souvent la culpabilité de la maman. Je vais vous dire, les mamans, quand elles sont dans l'addiction, elles n'ont pas le temps de se sentir coupables, tellement elles galèrent, tellement elles sont en souffrance. Du coup, je pense que le professionnel, s'il peut oublier cette notion de recherche de la culpabilité, c'est déjà un énorme pas pour pouvoir aborder la question sereinement avec la patiente. Et puis, ben moi, ma façon de faire, c'est vrai que je suis une vieille maintenant, j'ai 59 ans, du coup, j'ai un peu de route, mais c'est d'aborder systématiquement. Et personnellement, je ne demande pas l'autorisation parce que j'ai tellement de respect et il y a tellement un lien de confiance qui s'établit d'emblée. C'est que j'explique que est-ce qu'elles ont eu l'information et je donne des informations. Et j'explique que je les donne systématiquement. Et du coup, par exemple, là, euh, est-ce que vous avez eu l'information? Est-ce qu'il y a un professionnel de santé qui a pensé à vous le dire que l'alcool est dangereux pour la grossesse? Et hop, ça démarre comme ça. Et après, on entend, on voit les réactions qu'elles ont et ce qu'elles peuvent nous dire quand on leur donne l'information. Voilà, c'était les deux grandes choses Mm. qui me paraissaient très, très Oui, tu as Ouais, raison. merci, Hélène. D'ailleurs, Compréhensible. pour Alors, vous voyez, récemment, il y avait aussi un pédiatre qui était avec moi en intervention et qui disait, quand il voyait la maman à la naissance, c'est pas bien d'avoir consommé l'alcool pendant la grossesse. Ah. Bon, alors du coup, justement, à l'arrivée de l'enfant, la période, elle est très, c'est une période où il y a le lien qui doit se créer et on doit y aller vraiment sur la pointe des pieds tout en n'étant pas dans le déni. Mhm. Voilà. Voilà, voilà. je Mais me oui, Je ne sais rappelle, pas si j'ai été très performante, si, désolée, hein, je si, ne suis pas très en état. si, non, si, c'est super intéressant d'avoir ton opinion, enfin ton témoignage la de pratique. médecin, quoi, de pratique. Et je me rappelle aussi avoir lu, c'était Santé publique France qui disait que la première personne quand on est enceinte enfin, vers qui on se tourne quand on a des questions, c'est son parent. Or, dans les familles ou déjà dans la génération d'avant, on Mhm. avait pu, ben, si ça n'a pas fait d'effet, ou que je ne me rends pas compte en fait qu'il y a eu un effet, c'est la première personne qu'on croit. Donc après, bah déjà, il y a quand même pas énormément, il est tout minuscule, hein, sur les bouteilles de vin, le logo, on ne le voit pas beaucoup. Et puis, il y a quand même pas énormément d'informations, même si c'est mieux qu'avant. Donc, voilà, ce que le médecin dira après, il faut aussi se dire que c'est possible que cette personne n'ait jamais entendu ça. Moi, j'ai entendu des gens me dire, mais j'étais pas au courant. Donc, peut-être dans certains milieux, ça semble évident, ça vous semble évident que ben non, on ne boit pas pendant la grossesse, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens où c'est pas le cas. Il y a quand même les générations d'avant, vos parents, je suis sûre, disaient, bon, c'est pas si grave, ça arrive. Donc, quand on a ça en tête, en fait, on peut peut-être aussi être plus ouvert à la réponse. Ah oui, oui, si je peux me permettre, je rebondis. Mm. C'est très fréquent que la femme ou le conjoint ou la famille n'ait pas eu l'information. Ou il y a une étude qui a montré en effet que quand quand les pères vont banaliser les choses, on va croire le père et pas forcément le professionnel de la santé.
Personnellement, moi, dans ma belle famille, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, ma belle-sœur qui disait, ben moi j'ai consommé pendant la grossesse, à sa fille qui disait qu'elle avait une amie qui avait consommé et qui avait eu un bébé avec une fente labiopalatine. Et c'est passé comme ça. Voilà. Et moi j'ai consommé pendant ma grossesse et vous voyez bien que vous allez bien. Les enfants ne vont pas si bien que ça. Et il y a pas mal de, même dans la nouvelle génération, il y a encore pas mal d'enfants qui sont atteints. Et le discours est difficile à passer quand on est en lien affectif fort, on est encore moins entendu. Ouais. C'est certain. Mathieu Audier, est-ce que l'avis des parents est important pour le diagnostic? Je ne comprends pas très bien votre question. Pouvez nous expliquer de vive voix? Mathieu, il faudrait remettre le micro pour... Oui, ce serait bien. On n'entend pas. On n'entend pas. Pourtant, là, on voit le... Ouais. C'est quoi? Y a-t-il que le diagnostic médical pris en compte ou les Oui, observations des parents pèsent aussi dans la balance? En fait, Je si ne c'était comprends par rapport à... pas très bien la question là. Je pense que c'était par rapport aux symptômes. Effectivement, on demande aux parents, Ah ben c'est oui, des choses qui se voient. Mais est-ce que Mathieu a retrouvé le le volume? bouton qui met le son, non? Non. Euh, donc, Est-ce que Alors, c'était si je ça peux me la permettre, question? peut-être que Mathieu, en fait, souvent, j'ai soit les professionnels de santé, soit les familles qui me disent, ah oui, mais on va enfermer l'enfant avec le diagnostic et on va l'empêcher d'avoir, enfin, on va l'enfermer et lui faire que ça soit mauvais pour lui le diagnostic. Mais ça, j'entends souvent et de la part des familles et de la part des professionnels de santé qui pétochent à fond et qui pétochent parce que finalement, on ne sait pas trop comment orienter, on n'a pas énormément de possibilités de recours pour l'enfant. C'est pas encore très développé, toutes les plateformes, tout ça, et pour avoir des recours aux professionnels. Donc ça, c'est quand même une question qui revient souvent. Peut-être que Mathieu, c'est ça qu'il voulait demander. Et dans ce cas-là, ben, par rapport à la famille, ben, il y a tout un suivi à faire avec des explications et revenir sur ce que Catherine disait, c'est qu'en fait, les surhandicaps sont bien moins importants et l'évolution est bien meilleure quand il y a eu un diagnostic. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à entendre et pour les professionnels de santé et pour les familles. Tout le monde pétoche et croit que d'être dans le déni, ça va arranger les choses, ce qui est absolument faux. Oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, parce que on peut avoir peur de ce diagnostic, parce qu'effectivement, on se dit, mais à l'école, comment ça va être reçu? Mais on n'est absolument pas obligé de dire à l'école que l'enfant, il a un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Mais par contre, on peut tout à fait dire qu'il a un trouble du neurodéveloppement. Et ça, les enseignants maintenant sont habitués à cette terminologie. Ils connaissent le TDAH, ils connaissent les troubles des apprentissages. Donc, ça permet quand même euh, comment dire, de protéger un peu l'enfant en disant, bon, attention, il est vulnérable, il est particulier, sans donner effectivement ce diagnostic qui peut être stigmatisant en soi. Et puis c'est Surtout beaucoup plus à l'école. intéressant aussi parce qu'en fait, comme le spectre est très très large, ça veut rien dire en fait avoir un TSA. On sait quelle est la cause, d'accord, mais ensuite, et en fait c'est là où la partie explication sur les fonctions qui sont atteintes et plus ou moins atteintes sont importantes, et en fait c'est ça qu'on met dans le dossier MDPH au moment de la demande de compensation. Et c'est là-dessus où, du coup, il y a des orientations qui peuvent être complètement différentes. Il y a des enfants qui auront besoin à fond de l'orthophoniste, d'autres qui auront besoin de l'orthoptiste, de l'ergothérapeute. Pareil chez les adultes. Parce que là, on parlait de déficience intellectuelle quelquefois, je crois que c'est 50%, mais il y en a d'autres au contraire qui n'ont pas du tout de déficience. Il y a Et en relativement fait, peu. l'orientation sera complètement différente suivant le profil. Il y a relativement peu de déficiences intellectuelles en fait, hein. Les QI supérieurs à 60, enfin,
les enfants exposés à l'alcool ont un QI supérieur à 70 dans plus de la moitié des cas. Donc, en moyenne, ils se débrouillent intellectuellement parlant. C'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est qu'ils Mm. ne peuvent pas faire. Hein, Et puis en fait, leurs c'est plus difficultés. une dysmaturité, Et c'est-à-dire qu'ils peuvent être en très très plus, performants oui, dans un domaine dans et pas certains du tout dans domaines l'autre. et pas du tout dans l'autre. Donc en fait, c'est là-dessus en fait ils déstabilisent les enseignants. Mais si les enseignants savent qu'ils ont un TND et qu'en fait, bah, par exemple, c'est la mémoire qui fonctionne pas bien, ou c'est les troubles de l'attention, ou c'est la gestion des émotions, et ben on saura comment réagir. Ça sera plus une orientation vers une psy qui fait de la TCC qui aidera pour la gestion des émotions. Mais par contre, si c'est plus la dyslexie, dyscalculique, et ben ça sera plutôt une orthophoniste qui saura gérer ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas obligé de tout donner comme info. Enfin, il faut pas tout donner. Et la seule Surtout info à l'école. intéressante, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour... en fait, c'est ça que l'enseignant il veut en face, ou n'importe qui, ou l'animateur du centre de loisirs, ou n'importe quoi. C'est comment est-ce qu'il faut le prendre, en fait, donner le mode d'emploi. Il faut être plus patient avec lui, il faut lui Les laisser le clés, temps d'aller au bout de la tâche, etc. les clés pour agir, et ce sera le thème de la prochaine conférence. Ça nous fait une bonne transition pour en parler. Voilà. Mais sinon, Mathieu, le médecin ne se baserait que sur le diagnostic médical et pas les observations de la famille. Non, le médecin a besoin des observations de la famille pour poser le diagnostic médical. Hein, c'est dans ce sens-là que ça marche. Voilà. Et plus largement, pas seulement la famille, aussi ben, tous ceux qui se tournent autour de l'enfant. Oui, oui. C'est fondamental même hein, pour savoir quelles sont les difficultés de l'enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que... Là, j'en vois pas, donc peut-être que tu peux finir Ouais. hein, si vous n'avez pas d'autres questions.